Bonjour. Alors, je me présente, Étienne Ferron-Forget. Je travaille à l'Association canadienne d'éducation de langue française. Et puis, j'ai avec moi Madame Marianne Cormier, qui est professeure à l'Université de Moncton. En fait, elle est doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Moncton. Et puis, elle est la rédactrice invitée du dernier numéro de Éducation et francophonie qui porte sur la littératie. Alors, bonjour Madame Cormier. Bonjour. Alors, vous êtes la rédactrice invitée, puis je pense que la littératie, c'est un sujet très, très vaste, qui intéresse beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et puis, je vous laisserai aller avec... là, je vais partager l'écran à l'instant, là, vous allez voir le diaporama apparaître. Et puis, donc, vous allez nous présenter ce dernier numéro. Donc, en fait, c'est le numéro de l'automne 2017 qui a été publié donc, par la SELF. Numéro sur la littératie tout au long de la vie. Donc, partageons l'écran. C'est le numéro de l'automne 2017. Comme je l'ai dit, tous les numéros de la revue Éducation et francophonie sont disponibles au aself.ca/revue. Donc, vous pouvez aller faire un tour et découvrir des autres publications des dernières années. Il y en a qui sont encore très intéressantes, très d'actualité. Donc, je vous laisse la parole, Madame Cormier, puis merci de participer à cette discussion. OK, merci beaucoup, Étienne. Ça me fait plaisir de vous présenter ce numéro-là intitulé « La littératie tout au long de la vie ». Alors, je vais commencer par une brève introduction du numéro et puis ensuite, je vous présenterai chacun des textes pour ensuite conclure. Donc, ça se passe immédiatement à l'introduction. Parfait. L'autre diapositive, on peut aller à la suivante tout de suite. OK. Oui, c'est ça. Donc, avant de commencer, en fait, j'aimerais remercier la SELF de m'avoir invitée à être rédactrice invitée. Ça fait une excellente expérience enrichissante de faire ce numéro-là. Je voudrais aussi remercier tous les auteurs qui ont contribué des textes et qui ont travaillé à ce numéro, les évaluateurs des articles qui ont aussi fait une contribution très importante, le comité de rédaction et finalement, un merci tout particulier à Nathalie Tremblay, qui a fait beaucoup de travail pour arriver à ce numéro-là. Son appui était exceptionnel. L'éveil à l'écrit, c'est le terme qu'on utilise dans les études en littératie pour dire que les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont comme une envie de découvrir la magie des livres, ils ont une envie de laisser leur marque, ils découvrent le crayon, ils découvrent la craie, et ils veulent lire le monde, et c'est ce que l'on fait tout au long de notre vie. Puis, on a voulu faire un numéro au sujet de ça. Ça commence dès la petite enfance, pratiquement dès la naissance, et ça se poursuit tout au long de la vie. On a eu des articles qui explorent les concepts de multilittératie dans des conditions de plurilinguisme. Et on a eu des textes aussi qui exploitent les technologies, surtout les technologies pour appuyer et documenter le développement des littératies. On a aussi des textes qui vont parler de motivation à lecture et du dépistage de troubles de lecture. Et finalement, il y a des textes qui explorent le développement de la littératie dans des matières autres que les cours de langue. Et finalement, on va aussi regarder la littératie chez les enseignants et le rôle des parents dans tout ça. Donc, on va commencer avec les textes un à la fois. Alors, nous avons Dagenet qui a écrit un texte intitulé « Tension au cours de l'enseignement des littératies plurielles en milieu minoritaire ». Et dans ce texte-là, ce qui se passe, c'est dans une classe en contexte linguistique plurilingue, mais c'est dans une école francophone. Et puis, les élèves sont amenés à créer des histoires bilingues en utilisant un outil numérique qui s'appelle ScriptJab, qui peut être utilisé sur des tablettes ou sur des ordinateurs. Et ça fait, c'est ça, les textes sont donc rédigés dans 2 langues. Et c'est une pratique pédagogique qui va venir reconnaître
les pratiques hybrides, les pratiques langagières hybrides et multidimensionnelles des bilingues et des plurilingues. Mais ce que Dajna nous apporte aussi, c'est les tensions qui ont été provoquées chez les enseignants en utilisant cette stratégie pédagogique-là, parce qu'on travaille avec le contact des langues alors que les écoles et francophones en contexte minoritaire travaillent surtout à isoler les langues. Donc ça, c'est un texte fort intéressant de voir comment une nouvelle pratique pédagogique peut venir apporter des tensions langagières chez les enseignants. On a un autre texte, le prochain, de Toumou, de la littératie à la bilittératie chez les élèves bi et plurilingues au Québec. Donc, Toumou, il situe son étude au Québec et il vient étudier le concept de bilittératie, surtout chez les allophones, et l'importance de prendre en compte les habiletés bilittéraciques chez ces élèves-là dans la pratique enseignante. Il propose un cadre opérationnel qui est inspiré des modèles de... Et ce modèle-là comprend 3 niveaux d'analyse, incluant la dimension sociolinguistique, la dimension linguistique et la dimension épistémologique. Donc, lui également, il parle du décloisonnement des langues et de reconnaître les pratiques hybrides chez les plurilingues. Le prochain texte, c'est Gauthier et Cormier, et ça s'appelle « Moi jouer, observation sur l'acquisition du français en tant que langue seconde chez des élèves anglo-dominants au sein d'une classe de maternelle francophone ». Donc, ceci, c'est un texte qui se situe en contexte linguistique minoritaire aussi et qui porte sur la francisation, c'est-à-dire qu'on a des écoles francophones, il y a des élèves qui sont inscrits, ils arrivent à la maternelle, ils parlent uniquement l'anglais, donc on doit leur enseigner le français. Et les auteurs, par le biais d'observations dans la salle de classe, ont noté le comportement et la prise de parole des élèves anglo-dominants. Et ils ont fait ça à 2 reprises durant une année scolaire, soit en novembre et en mars, pour constater que le comportement langagier semblait respecter les stades proposés par Tabers, en commençant avec une période silencieuse, et ensuite, ils ont cheminé vers les autres étapes proposées par Tabers, et on a constaté que les élèves cheminent bien durant l'année dans l'acquisition du français et que leur présence ne semble pas nécessairement angliciser la classe. Le prochain texte, c'est Daniel Moore qui en est l'auteur. C'est intitulé « Plurilinguisme utilisé, les langues au cœur du développement plurilittéracier et des apprentissages en sciences ». C'est un texte qui rapporte les résultats d'une étude auprès d'enfants de 5 ans qui sont plurilingues, qui participent à des ateliers au Musée des sciences et qui participent à la création d'un livre digital pour documenter leurs expériences et leurs apprentissages. Les tablettes tactiles font preuve d'outils puissants de la médiatisation du développement plurilittéracier. Les tablettes deviennent également des outils pour la recherche en documentant ce développement et les négociations qu'on y trouve. Donc, ça, c'est le texte de Daniel Moore. Le suivant, c'est le texte de Martine Pellerin. Et il s'intitule « L'usage des technologies numériques pour développement de compétences multimodales en littératie au XXIe siècle ». C'est une étude qui est faite en immersion française dans une province anglophone du Canada qui s'intéresse à l'apport de l'usage des technologies numériques dans le développement des compétences multimodales en littératie. L'étude a été faite auprès d'une vingtaine d'enseignantes et d'enseignants et leurs élèves, et ça comprenait donc plus de 350 élèves du primaire, de la 1e à la 4e année, et du secondaire, spécifiquement de la 7e et la 8e année. Par le biais d'observations d'inspiration ethnographique numérique,
Les données révèlent des possibilités d'enregistrement audio et visio, ainsi que des possibilités modales et multisensorielles. On peut documenter et travailler l'expression orale et la création d'animations avec l'ajout de dessins animés avec l'apport de ces technologies numériques-là. Donc, ça, c'est le texte de Pellerin. Le prochain texte est écrit par Nadeau, Bourque et Pagzald. Et le titre, c'est La dyslexie en milieu minoritaire, adaptation d'un test de dépistage des dyslexies pour une population francophone minoritaire, l'exemple de l'Odidis. Cet article nous présente une démarche qui a été faite pour adapter l'Odidis, qui est un outil de dépistage pour la dyslexie. L'outil, qui a d'abord été construit pour une population française, semblait contenir des biais culturels et un vocabulaire inapproprié pour une population en contexte linguistique minoritaire. Donc, les auteurs ont effectué une adaptation de l'outil et nous présentent la démarche scientifique utilisée pour arriver à cette adaptation-là. Le prochain texte, c'est celui de Jolicoeur et Cormier, intitulé « Des cercles de lecture au sein d'équipes de hockey au Nouveau-Brunswick, l'expérience des joueurs ». Cet article documente l'expérience de jeunes joueurs de hockey de 9 et 10 ans qui participent à des cercles de lecture au sein de leur équipe de hockey, comme l'indique le titre de l'article. Alors, c'est dans le vestiaire que ça se passe et les jeunes discutent de leur lecture avant leur pratique ou après leur pratique hebdomadaire. Et l'article documente l'expérience vécue de ces joueurs-là. Les livres proposés, le rôle des parents, l'ascendant de l'entraîneur, les discussions elles-mêmes et la pression des pairs sont des éléments qui ont un impact sur la motivation des jeunes envers la lecture durant cette expérience-là. Donc, c'est ça. On cherchait à comprendre comment ils avaient vécu leur motivation dans le cadre de cette expérience communautaire-là. Le texte suivant, par Mia Bisaillon, Rodrigue et Baudouin, intitulé « Situation d'enseignement-apprentissage multidisciplinaire à partir d'albums de littérature jeunesse, une pratique littératie contextualisée ». C'est une étude qui a été effectuée dans une dizaine d'écoles d'une région rurale et défavorisée du Québec, dans des classes multi-âges et avec une vingtaine d'enseignants et avec des situations d'enseignement-apprentissage multidisciplinaire et l'usage d'albums jeunesse. Des entretiens semi-dirigés ont été faits par la suite avec des élèves de ces classes et puis les auteurs nous décrivent alors les perceptions des élèves au sujet de leurs apprentissages lorsqu'ils vivent ces situations d'enseignement-apprentissage-là qui font, par exemple, des mathématiques en même temps qu'ils utilisent un livre de lecture, un album jeunesse. Les auteurs ont noté que les élèves percevaient beaucoup de plaisir, de l'engagement vers l'apprentissage et une appréciation des œuvres littéraires et de l'apprentissage qui est contextualisé. Le prochain texte, c'est Langto, qui nous parle, celui-là aussi, du rôle de la littératie dans les autres matières. Donc, c'est le rapport de laboratoire dans les classes de sciences et technologies en 4e secondaire, analyse d'un genre disciplinaire. Et dans un premier temps, cet article-là nous démontre comment les expériences langagières et les habiletés, surtout les habiletés langagières, sont essentielles à la réussite dans toutes les matières scolaires. Et puis, l'auteur va donc nous proposer une évaluation de rapport de laboratoire. Donc, c'est là la collecte de données et on arrive à déceler les caractéristiques essentielles du rapport de laboratoire afin de concevoir une grille de révision pour les élèves quand on voudrait leur présenter justement ce genre de texte à produire pour les cours de sciences. Ensuite, nous avons un texte de Carignan
Simbagoy Chamberlain et Roy-Charlan, intitulé Les difficultés en compréhension en lecture chez les étudiants de la francophonie ontarienne en formation initiale des maîtres. Dans ce texte, on nous présente que des étudiantes et des étudiants en formation initiale, environ 57, ont participé à la mise à l'essai d'un test de compréhension en lecture. Les auteurs argumentent l'importance de bonnes habiletés de compréhension en lecture chez les futurs enseignants afin qu'ils puissent eux-mêmes enseigner cette compréhension en lecture-là à leurs élèves. On note aussi que ces derniers semblent avoir des défis avec les processus d'intégration et les macro-processus en lecture. Donc, à ce moment-là, on réfère aux différentes habiletés de lecture qu'on peut enseigner et qu'on peut aussi évaluer. Et les futurs enseignants semblent avoir des difficultés à ces deux niveaux-là, intégration et macro-processus. Et finalement, le dernier texte est celui de De Varenne, Réussite en littératie et capital culturel. De Varenne nous explique que tous les parents, ou la très, très grande majorité des parents, veulent tous que leurs enfants réussissent à l'école et qu'ils aient de bonnes compétences en littératie. Mais certains contextes familiaux s'alignent mieux avec les pratiques de l'école que d'autres. Ce texte montre comment le capital culturel des parents permet parfois un avantage à certains groupes d'élèves et qu'il est donc important que les acteurs scolaires, par exemple les enseignants, les directions d'école et les autres personnes impliquées, soient conscients de ces phénomènes et agissent pour mieux aligner les pratiques de l'école avec les pratiques parentales. Donc, voilà le dernier texte. Alors, je peux conclure en disant que ce numéro spécial a permis des regards intéressants sur le plurilinguisme dans différents contextes, des contextes où il y a plusieurs langues, des contextes bilingues, et les pratiques de plurilittératie chez ces élèves plurilingues-là et différentes pratiques hybrides entre les langues. Nous avons aussi vu un regard sur les affordances des technologies mobiles et la multimodalité et comment ces technologies-là peuvent venir étayer le développement littéracier et plurilittéracier chez les élèves. Et finalement, il y a eu des regards sur les situations d'apprentissage multidisciplinaire, autant au primaire, si je pense au texte de Mia Bisaillon qui parle de l'utilisation des albums jeunesse dans des situations d'enseignement-apprentissage multidisciplinaire, et aussi au niveau plus secondaire en sciences pour la rédaction de rapports de laboratoire. Finalement, on a des regards sur l'importance que les enseignants aient des bonnes habiletés de compréhension en lecture également et comment évaluer celles-ci. Et aussi, un regard sur les pratiques parentales et comment celles-ci s'alignent ou non avec les pratiques scolaires et comment ça peut avoir un impact sur la réussite des élèves à l'école. Donc, voilà le contenu en gros de ce numéro spécial. Très bien, merci beaucoup, Mme Cormier. J'aurais juste peut-être une petite question qui me vient à l'esprit. Il y a question, entre autres, des affordances au deuxième point qu'on voit sur la diapositive. Est-ce que ça pourrait être un synonyme un peu pour des bénéfices ou, entre autres? C'est plus un synonyme, je pense, sur les possibilités. OK, les possibilités, donc. Que nous amènent les technologies mobiles pour autant appuyer le développement de la littératie et des compétences en littératie que pour les documenter. Parce qu'on peut utiliser une tablette tactile, par exemple, pour enregistrer des données. On peut enregistrer un élève en train de lire. On peut utiliser la littératie et toutes les la technologie et toutes les applications qui peuvent y être associées pour développer les compétences littéraires chez les élèves. Donc, c'est comme ça ajoute des outils, dans le fond, supplémentaires pour, oui. En faveur de la littératie. Oui, et des outils très intéressants. Très bien.
Écoutez, je vous remercie beaucoup donc, pour cette contribution-là. C'est très riche. Donc, oui, il y a plusieurs articles à propos de la littératie. Je pense qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. Moi, j'aurais peut-être une autre petite question, Madame Cormier, au sujet de l'insécurité linguistique, qui est quand même un sujet chaud en termes de francophonie canadienne. Il y en a beaucoup de questions ces dernières années, puis je pense qu'il va encore en être question dans les années à venir. Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre l'insécurité linguistique et la littératie? Puis quel serait ce lien-là? On peut certainement faire un lien. Je dirais que le lien n'est pas à 100% direct, mais il y a certainement un lien à faire. L'insécurité linguistique, c'est défini comme la perception que notre parler oral n'est pas le bon parler, ce n'est pas le parler de référence, et souvent on pense que c'est le parler d'ailleurs. Je donne un exemple, les jeunes de Moncton, où j'habite, peuvent penser qu'ils parlent mal et que la bonne manière de parler, c'est les jeunes de Paris qui parlent bien. Donc, on a ces perceptions-là et on pense aussi que cette norme-là est inatteignable pour nous. Donc, on est un peu condamné à parler mal si, de par notre vécu. Et donc, les impacts de l'insécurité linguistique, c'est que les jeunes et les moins jeunes, les gens qui souffrent d'insécurité linguistique, vont garder le silence, surtout dans des situations où est-ce qu'ils sont en contact avec des gens qui sont d'ailleurs et on perçoit qu'eux ont un parler qui est meilleur que le nôtre. Donc, on va garder le silence ou bien on va se reprendre, se corriger, reformuler, faire des hypercorrections et balbutier, puis on concentre sur la qualité de notre langue et non pas sur le message. Donc, tout ça, c'est le phénomène de l'insécurité linguistique. Évidemment, en milieu francophone canadien, l'insécurité linguistique se manifeste plus dans les contextes de langue en contact où le vécu langagier est souvent plus en anglais qu'en français. Et puis là, on a peu d'expérience en français, puis la confiance dans nos habiletés langagières est moins forte. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on a un manque de vocabulaire, qu'on a un manque on va faire des erreurs au niveau syntaxique, etc. Et plus on a développé la littératie, plus on a fait de la lecture, plus on a eu d'expérience langagière en français, plus ces compétences-là vont se développer. Ça, c'est documenté par la recherche. Donc, il devrait y avoir un effet sur l'insécurité linguistique parce que plus on développe ces compétences langagières, on devrait en même temps développer atténuer cette perception qu'on n'est pas capable de bien parler. Donc, ça, c'est la première, le premier lien. Et le deuxième lien, c'est surtout dans le numéro spécial ou dans le numéro sur la littératie de éducation et francophonie, c'est qu'on parle de pratiques hybrides des plurilingues. Et on reconnaît que c'est normal d'avoir des pratiques hybrides chez les bilingues et chez les plurilingues, que ces gens-là vont utiliser les ressources qui sont à leur disposition dans le développement de leurs compétences. Donc, en reconnaissant ça, ça va donner un sentiment plus positif envers ses propres pratiques langagières. Donc, ça va probablement venir atténuer également l'insécurité linguistique. Mais comme l'article de Moore le démontre, c'est pas comme ça que les enseignants ont l'habitude de faire dans leur pratique. Ils ont l'habitude d'isoler les langues et ça a créé beaucoup de tensions chez les enseignants qui ont vécu cette expérience-là d'utiliser des pratiques hybrides dans la pratique pédagogique. Très bien, merci beaucoup, c'est très éclairant. J'en profite aussi pour mentionner qu'il y a une conférence qui a été donnée par Mme Phyllis Dallé, qui est une autre chercheure
du côté de l'ouest du Canada. Puis, c'est disponible sur la nouvelle plateforme de la CIV, donc sur la plateforme qui s'appelle Francosphère. Donc, vous allez trouver cette conférence intégrale d'environ 45 minutes où est-ce qu'il y a des détails, entre autres, l'insécurité linguistique et fait des liens aussi avec ce que vous avez dit, Madame Cormier. Écoutez, donc, comme je vous ai dit, ce numéro-là, il est très riche. Vous pouvez parcourir les articles et puis aussi contacter Mme Cormier qui a une vaste expérience aussi dans le domaine. Donc, si vous avez des questions particulières, elle est disponible pour répondre à vos questions. Donc, il me reste à vous remercier, Mme Cormier, d'avoir participé et puis d'avoir présenté un peu les grandes lignes de ce numéro-là qui s'annonce très intéressant. En fait, il est très intéressant. Puis, comme je l'ai dit, on invite les gens à le consulter abondamment puis à le partager. Je pense que c'est une ressource précieuse, n'est-ce pas? Oui, en effet. Merci beaucoup, Mme Cormier, puis au plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour.